Bon, merci déjà pour cette invitation. Et on est enfermé dans une salle sans fenêtre depuis ce matin. Donc moi, je vous propose tout au long de ma présentation de vous amener un petit peu en balade et de prendre l'air au fur et à mesure des dias. Je pense que ça ne fera pas de tort pour toute la salle. Et donc, c'est vrai qu'on a entendu de la part de pas mal d'intervenants aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'approches positives qui sont mises en place. Et ce qui est encourageant ou intéressant à entendre, c'est que beaucoup disent que la solution qui semble en tout cas la plus efficace, c'est le passage vers l'agriculture bio. En effet, si on ne considère que les pesticides, là, il n'y en a pas. En tout cas, les pesticides chimiques. Donc en effet, si on veut résoudre ce problème-là, le passage au bio est vraiment très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette agriculture bio, elle repose sur un cahier de charges qui est strict, qui est défini, qui est évidemment évolutif au fil du temps, mais en tout cas, il y a un cahier des charges. On entend aussi beaucoup parler, et j'ai déjà vu dans les réactions à ma question, l'évocation de l'agroécologie. Alors, c'est un terme qui est assez nouveau, beaucoup de principes. Il n'y a pas de cahier des charges, ça je pense que c'est quelque chose qui est vraiment primordial à souligner. Les phytos, les engrais chimiques sont toujours autorisés. Et pour ma part, je commence à avancer un petit peu dans ma carrière d'agronome. Quand je suis sorti de mes études, s'il n'y avait pas durable dans le titre d'un mémoire, c'était à peu près bof, c'était en 98. Après ça, on a parlé de l'agriculture raisonnée. Après ça, on a entendu parler de l'écologiquement intensif. Et maintenant, on entend parler d'agroécologie. Donc voilà, c'est un principe qui évolue, c'est vrai. Je pense qu'il y a énormément de bonne volonté là-dedans et de choses intéressantes. Mais encore une fois, il n'y a pas un cadre légal et ça ne repose pas sur une base. Et donc moi, ce dont je vais essayer de vous parler et de vous emmener en balade, j'ai bien aimé tout à l'heure l'introduction d'Agathe qui disait « Tiens, pour une balade, c'est intéressant de savoir si on part pour 5 ou pour 25 km. » Donc voilà, moi dans mon cadre, je le pose aussi, je vous invite à une balade, mais en une balade agroécologique qui repose sur le cahier de charge bio, c'est-à-dire aller plus loin que ce cahier de charge ne l'impose. C'est une approche qui est globale et je pense que tous les intervenants l'ont bien répété tout au cours de la journée. Et c'est une agriculture qui s'intègre à son milieu ou qui l'améliore. Je vais essayer de partir d'une façon très très globale pour arriver sur des illustrations. Donc c'est une approche globale, vous l'avez encore une fois tous souligné. On commence par quoi? Par l'écoulement des eaux, c'est assez intéressant aujourd'hui, on est là pour ça. Et il y a des tas d'outils qui existent pour le faire. Et moi, ce que je fais quand je me mets à réfléchir sur la gestion d'un territoire, c'est tiens, quels sont ces écoulements d'eau? L'IDAX est un des écoulements, il y en a d'autres. On voit la répartition de l'eau au sein d'un bassin versant, même si c'est ici beaucoup plus restreint que ça. Et l'objectif, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de la garder un maximum de temps au sein des parcelles agricoles. Il y a été un moment, la seule politique qui existait, c'était de l'évacuer le plus vite possible. Alors je ne dis pas que des politiques de drainage ne sont pas intéressantes dans certains cas, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il y a une réflexion qui doit être beaucoup plus globale à avoir sur la gestion de l'eau au sein du bassin versant. Et donc cette répartition de l'eau qui tombe ou de l'eau qui s'infiltre au sein des parcelles me semble vraiment, vraiment importante. Ensuite, on regarde un petit peu ce qui existe encore comme maillage écologique. Là, vous avez une carte qui reprend un petit Karabucha ou deux avec des bosquets, des haies et différents chemins de terre. C'est assez important de situer chemin de terre parce que tout à l'heure, un des intervenants a parlé de politique d'aménagement du territoire. Oui, quand on est à l'échelle d'une perdrix ou d'un bruant, quand il fait très sec en été et qu'on a encore la chance d'avoir un chemin de terre, parfois il y a des ornières avec de l'eau qui reste assez longtemps. Quand c'est du béton, il ne reste plus rien. Donc, j'ai entendu pendant toute la journée un débat ou des présentations qui sont très anthropocentriques. On se pose toujours la question du taux de polluants ou de pesticides dans l'eau qui est néfaste à la santé humaine, mais est-ce qu'on se la pose? Et oui, il y a des mesures qui sont faites là-dessus, au sein, je ne sais pas, d'une bactérie, d'un gamard, d'un machin qui va consommer de l'eau, d'un bruant. Voilà, c'est
un débat que je relance, peut-être regarder un petit peu plus loin que le bout de son nez ou de son nombril et se dire qu'on n'est pas les seuls à habiter sur cette planète. La viabilité de la planète, c'est pas que pour l'homme, c'est aussi pour tout le monde. Alors bien sûr, pour mettre en place toute cette approche, il y a des outils qui existent en région wallonne. Je pense que le programme, il a quand même bien évolué, il est bien construit. Il y a des évolutions qui sont certainement encore à faire, mais je pense qu'on a là un panel d'outils qui nous permet d'aller vraiment très très loin dans l'approche et surtout d'être rémunéré pour les services rendus à l'environnement ou pour des pertes de revenus potentiels. On y applique ensuite toute une réflexion par rapport à la rotation. Je ne sais plus qui l'a abordé tout à l'heure. Et effectivement, ma politique ou mon approche est de regarder ce parcellaire pour refragmenter un peu le territoire avec des parcelles qui sont généralement en dessous de 5 hectares. On alterne les cultures d'hiver et les cultures de printemps, d'où le H et le P qui se situent sur le schéma. On y insère des prairies temporaires ou des luzernes. Et si vous avez bien vu les cartes dans les zones de prairies, il y a quand même nettement moins de problèmes. On peut comme ça aussi parler du travail du sol. Quand on remet une parcelle en prairie temporaire, on la restructure. Et évidemment, on ne la travaille plus pendant 3 ans. On y insère aussi des éléments fixes dans le paysage. Et là, on a aussi tous les outils qu'on n'imagine peut-être même pas en France ou au Luxembourg. Je ne sais pas ce que vous avez comme outil, mais en tout cas, on est vachement bien lotis à ce niveau-là. Alors, les différentes cultures, si on se focalise sur l'alimentation humaine, on en a toute une série. Et si on s'oriente vers l'alimentation animale ou autre, on en a toute une autre. Alors moi, je suis toujours surpris quand on met un petit peu à mal une culture comme la betterave, d'entendre les agriculteurs se dire « oui, mais si on n'a pas la betterave, qu'est-ce qu'on va mettre à la place ?» et d'avoir des rotations qui soient aussi courtes, je suis toujours assez surpris. Par contre, il y a un lien à faire, et il est génial d'avoir eu la présentation du monsieur français là, sur l'agence de Thibault. Ouais. C'est tout le poids des filières et de l'encadrement et du soutien des filières, parce qu'évidemment, avant de semer quelque chose, il faut être certain de savoir le vendre, plus ou moins d'en connaître le prix, et c'est vrai qu'en agriculture bio, les prix sont quand même nettement moins fluctuants qu'en conventionnel, et donc par rapport à des business plans ou des modèles, on peut quand même s'asseoir sur des certitudes un peu plus constantes en termes de prix. C'est plus le cas en termes de climat. Et donc, au final, on en arrive, vous voyez, à établir un plan de parcellaire pour ceux qui sont de la région, c'est la région de Waterloo, où on arrive avec un morcellement assez complexe. Les bandes qui sont en rose sont des bandes fleuries, les bandes qui sont en jaune sont des bandes aménagées pour la faune. En rouge, ce sont d'anciennes tournières, bordures de bosquets ou autres. Donc vous voyez qu'il y a là tout un réseautage qui est bien en place et qui permet d'arriver à certains objectifs. En tout cas, je l'espère. Cette gestion, elle est basée sur une fertilisation uniquement organique. Et là, j'utilise des fumiers divers, que ce soit des fumiers de volaille ou des engrais verts, des résidus de culture. En effet, il y a beaucoup de cultures où on ne récupère pas les pailles, donc on broie les pailles directement sur le sol. Et on utilise aussi des fumiers, soit de manège, soit de bovins, par des échanges paille-fumier ou carrément du rachat de fumier. Tout à l'heure, je vous posais la question, je vais juste en profiter parce qu'on touche à la fertilisation. Et mon avis personnel sur cette question-là, c'est qu'il y a pour moi 2 choses à changer dans la réflexion. C'est d'une part le choix variétal. Les essais variétaux qui sont faits au niveau du CRA et autres sont vraiment très intéressants à ce sujet-là. C'est qu'on peut vraiment cibler actuellement des variétés qui sont résistantes aux maladies. Si vous résistez aux maladies, ce n'est pas la peine d'aller leur mettre des phytos sur la tête. D'accord ? Donc ça, c'est déjà pour moi le premier choix. Le second choix, c'est que même en agroécologie conventionnelle, et donc je vais redéfinir le conventionnel ici par rapport au bio, le conventionnel, c'est toute utilisation de produits phytos et toute utilisation de fertilisants minéraux de synthèse, ce qui n'est pas le cas en bio. Après, il y a tout un large panel d'agriculture conventionnelle, mais dans tous les cas, ça reste du conventionnel
quoi qu'en disent les publicités actuelles vantant les mérites de l'éco-régime par rapport à des contrats qui feraient dépasser le cadre conventionnel. Donc, pour moi, le deuxième moteur de ça, c'est de relocaliser les productions agricoles sur une fertilisation essentiellement organique et éventuellement, et peut-être même certainement, de permettre un apport d'une fraction minérale en fertilisant à la sortie de l'hiver. C'est vrai que c'est vraiment à ce stade-là, et en agriculture biologique, c'est aussi un de nos soucis, c'est qu'en sortie d'hiver, nos sols ne sont pas prêts à minéraliser, ils sont trop froids. Il y a des plantes qui sont peut-être plus précoces, qui, entre guillemets, crèvent la dalle, ou en tout cas montrent des signes de faim, de jaunissement ou autre, et une petite pichenette à ce moment-là leur ferait vraiment du bien. Mais on stoppe là pour qu'après le sol reprenne toutes ses fonctions, toutes ses fonctionnalités, et puisse reminéraliser tout ce qu'on lui aura mis dans le coco au niveau de la matière organique, etc. Donc voilà, c'est mon point de vue. On est sur un espace agricole qui est assez vaste, et évidemment, avec toutes les spécialisations de l'agriculture, l'élevage d'un côté, les grandes cultures de l'autre, va se poser le problème de la ressource. Et là, au sein de Brioa, on bénéficie actuellement d'un programme de recherche qui s'appelle Préfertibio, où on n'a pas réinventé la roue non plus. Nos voisins suisses, français et surtout hollandais l'ont fait avant nous. On étudie la possibilité d'utiliser des coupes de luzerne ou de prairies temporaires à base de légumineuses pour fertiliser des parcelles agricoles. Et je remercie d'ailleurs d'autres partenaires qui sont le labo de Michan, l'UCL, pour leur expertise à ce niveau-là. Et donc, voilà peut-être une autre piste aussi d'autoproduction de trucs. Et cette luzerne a de multiples avantages dans notre rotation. C'est que d'une part, elle permet de gérer les sols en améliorant leur structure, la gestion des adventices, on en parle depuis tout à l'heure et j'entendais très bien que les herbicides étaient un des gros problèmes. Ici, c'est par la fauche qu'on va gérer les adventices annuelles et même certaines adventices qui sont pluriannuelles, voire pérennes. Quid de la petite faune de plaine, parce qu'on fauche quand même régulièrement, donc elle a évolué au pas de l'homme et au pas du cheval, mais certainement pas à la vitesse d'un tracteur et des convois agricoles qu'on voit maintenant. Donc là aussi, il y a un autre projet de recherche pour essayer de quantifier cet impact-là et de le diminuer au maximum. Et bien sûr, quand les sols sont couverts, et en l'occurrence ici par une luzerne de 3 ans, on a fait une démonstration avec Biawalani et Patrick Sylvestre qui est là, on voit clairement un développement racinaire énorme et donc pour moi une infiltration de l'eau qui se présente beaucoup plus fort sur ces parcelles-là que sur d'autres où il y a moins de développement. Tout ça nous amène à parler de la couverture du sol qui doit être couverte au maximum, capter la lumière, capter le CO2 pour les transformer. Alors en nutriments, mais dans mon cas je ne parle pas nécessairement de nutriments d'abord pour les plantes, je parle d'abord de nutriments pour la faune du sol, tous les exudats racinaires qui vont servir à nourrir cette faune du sol qui elle-même va prendre en charge la matière organique et la transformer pour les plantes. Ça me semble vraiment primordial cette vision-là du fonctionnement du sol, avec des systèmes qui ont relativement peu de fuite, un petit peu comme dans la nature, on va imiter le système de recyclage, parce que finalement, la gestion organique des sols, c'est jamais qu'un recyclage. Pareil aussi sur l'ensemble des parcelles que je gère, j'essaye de faire évoluer des pratiques culturales, alors peut-être pas en technique culturale simplifiée, mais en tout cas dans une évolution des techniques de labour. La plupart des entrepreneurs me demandent « oui, il faudrait labourer maintenant, en novembre, etc. » Je dis non, je suis partagé entre le fait d'avoir un sol qui soit bien couvert et donc qui bénéficie de l'effet soleil, de couverture de sol physique, etc., que d'avoir un labour nu pendant peut-être 4, 5, 6 mois, où finalement là, à part une détérioration de la structure, ça n'apporte rien. Cela étant, petite précision, sur des sols qui sont très argileux, en effet, la reprise du sol au printemps est nettement plus facile sur un sol qui a été labouré en hiver. Maintenant, voilà, ça ce sera un choix. Je ne vais pas pointer le curseur, je n'ai pas la réponse.
Donc ce sera quelque chose à débattre peut-être tout à l'heure autour d'un verre ou autre. Par contre, quand on met tout ça en place, ben, on se dit qu'au niveau du sol ou de l'écosystème, ça doit plus ou moins bien fonctionner. On essaye d'entretenir l'autofertilité, on essaye d'entretenir la bonne agrégation, et c'est vrai que là, on n'a parlé que de pollution chimique, mais il y a aussi toutes les pollutions, on va dire, qui sont dues à l'entraînement des sédiments dans les cours d'eau. Et un des interlocuteurs a parlé de poissons et autres, et c'est vrai que ça pose certains problèmes, notamment en colmatant des frayères, à certains moments qui ne sont pas opportuns. Dans ce genre de système-là, les maladies ne sont pas très très répandues. Moi, j'ai jamais sorti un pulvé sur une seule parcelle. Alors c'est vrai que de temps en temps, il y a un flash d'oïdium, de temps en temps, il y a un peu de rouille, mais jamais, au grand jamais, je me suis dit, oh, là, il faut que je sorte le pulvé parce que ça ne va pas aller, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est aussi un choix. Il faut accepter qu'il y ait un petit pourcentage de pertes. Je ne sais pas si on appelle ça la part des anges dans ce secteur-ci, mais on va appeler ça, je ne sais pas, la part des moineaux, de la biodiversité, peu importe. Et ça va amener surtout des équilibres prédateurs-proies parce que l'ensemble du maillage qui est reconstitué, il est très riche. Et finalement, on parle toujours des petites bébêtes qu'on va détruire, mais il n'y en a pas tant que ça au final, les petites bébêtes qu'on détruit. Et parallèlement à ces petites bébêtes qu'on détruit, qu'est-ce qu'on en détruit? Une quantité qui sont, elles, très utiles à l'agriculture. Et ça, il y en a bien beaucoup, enfin beaucoup plus que celles qui sont réellement nuisibles. Donc là aussi, c'est un choix d'appliquer ou pas. Et donc, je suis content d'ailleurs d'avoir écouté toutes les présentations ce matin et cet après-midi. En mon sens, quand on met en place ces différentes actions, et c'est vrai que c'est ce que vous préconisez au final, on évite la naissance des problèmes au sein des bassins versants. Moins de fuites de nitrates et de phosphore, moins d'érosion et donc de boue dans les cours d'eau, des stockages tampons de l'eau, et donc on va peut-être écrêter des pics de crue. Mais pour ça, il faut réfléchir bien plus large qu'à l'échelle de 100 ou 150 hectares. Il faut réfléchir sur tout le bassin versant. Et surtout, dans ce cadre-ci, pas de pollution chimique agricole. Il y en a zéro. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais ça, pas. Et donc, on en revient à cette question-là. Il fallait la matraquer. Quelle serait l'action majeure ou les actions majeures à prendre pour éviter l'utilisation de produits phyto? Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà touché un mot, mais en mon sens, je suis convaincu que par cette approche-là, on arriverait déjà à réduire pas mal de choses. Alors quand on regarde le paysage agricole et l'évolution, on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent favorablement. Je prends un bête exemple que tout le monde connaît. Avant, on faisait tous des photos de vaches dans un cours d'eau parce qu'on trouvait ça bien drôle, elles étaient au frais et c'était bien marrant. Maintenant, avec les différents contrats rivières, les différentes choses qui ont été mises en place, les cours d'eau sont protégés, il y a de moins en moins de piétinement, il y a eu des actions qui ont été financées pour l'achat de pompes à museau ou d'autres aménagements. Et c'est vrai, je pense qu'à terme, ça donne quelque chose d'intéressant sur le cours d'eau en lui-même ou sur son aspect physique en tout cas. Maintenant, c'est vrai que cette obligation de clôture des cours d'eau qui a été mise en place finalement il n'y a pas si longtemps que ça, parce que toutes les communes avaient pris finalement une dérogation à cet arrêté-là. Je pense que pratiquement on voit des choses assez intéressantes se mettre en place, et donc c'est assez encourageant. Par contre, toutes les cartes vues ce matin montrent qu'il y a pas mal de boulot, et que cette quantité moyenne de phyto vendue à l'hectare reste à peu près constante. Et si je dois lire entre les lignes, il y a quand même quelque chose qui me tracasse là-dedans. C'est vous avez tous dit que les matières actives évoluent, sont beaucoup plus efficaces et donc que les doses sont moindres. Ce qui veut dire que si on lit bien les chiffres ou qu'on les interprète, ce n'est pas un stand-by auquel on assiste, c'est une augmentation de la catastrophe, pour moi, parce qu'elles sont plus actives. Donc on devra en utiliser 2 fois moins et plus être à 7, mais 3,5 kg à l'hectare. Bon, je pose ça là, après on peut en discuter aussi. Alors, voilà, le problème majeur, ça reste un problème d'échelle et d'utilisation.
Ça, ce sont des actions que je mets en place à droite, à gauche. Bon, en plus, c'est bien sympa, c'est des blocs souvent en un morceau, donc j'ai peu d'effets de dérive. Mais je pense que justement, là, la co-création, la concertation, elle est vraiment de mise pour arriver à avoir des choses qui soient vraiment concertées à l'échelle d'un bassin versant ou plus largement là-dessus. Mais là aussi, il faut peut-être aussi redéfinir les outils ou les indicateurs. Est-ce qu'on a les bons outils pour apprécier un bon fonctionnement de sol, par exemple? Si on prend différents tests, de fait, il y a des choses qui sont très visuelles et qui montrent tout de suite, sans avoir besoin de chiffres, ça marche pas. L'autre chose, c'est que quand vous envoyez, pour le moment, un échantillon de sol dans un labo à peu près n'importe lequel, même en bio, on vous ressort, tiens, il te manque 80 unités d'azote, X de potasse et X de phosphore. Moi, dans mon cas, je ne sais rien faire avec ça, quoi, en gros. Donc, qui me dit que les 10 tonnes de compost que j'ai amenées vont se décomposer, comme ça. Alors, le labo a probablement un potentiel de minéralisation, mais si malheureusement il fait sec pendant 3 semaines ou qu'au contraire, il drache pendant 1 mois, le potentiel de minéralisation, il va être affecté différemment. Donc voilà, est-ce qu'on a les bons outils? Il en existe d'autres, on essaye de se pencher un peu dessus au sein de Brioa, notamment des analyses de sol par des approches plus diagnostiques, des approches de terrain. Pareil, vous pouvez avoir des excellents résultats de prise de sang, en outre l'analyse de sol, et quand vous faites un examen de profil de sol, vous vous rendez compte que vous êtes sur des zones qui sont extrêmement compactées, et donc finalement vos plantes, elles explorent ça du sol au niveau racinaire, alors qu'en SB, on a peut-être des dizaines de mètres de limon sous les pieds. C'est dommage, avec des terres à 100 000 balles de l'hectare, d'en arriver là. Et donc voilà, ce sont peut-être des analyses qui sont un petit peu plus poussées et qui prennent en compte une relation sol-plante. Hop, pardon. Quid, il y a un machin qui passe pas là sur le côté, tant pis. Le titre, c'était Quid du climat. Là, on n'a pas de prise là-dessus. On a des étiages au niveau des rivières qui sont de plus en plus précoces. On a des phénomènes de crues ou d'inondations qui sont très spontanés et parfois à des moments qui n'arrivaient pas spécialement avant, qui entraînent des coulées de boue. On a parfois des lessivages plus importants de fertilisants minéraux parce que, effectivement, ce genre d'analyse, elle conduit à un conseil de fertilisation, on va dire une année normale. Pour une production normale, grosso modo, de 8 tonnes hectares de froment à l'hectare ici en région wallonne. Alors pour ceux qui poussent un peu plus fort, on va monter à 10. Mais si la saison ne le permet pas et que la production n'est que de 7, on a quand même bien dosé pour faire 10. Donc la différence est dans le robinet, enfin dans la nappe. Donc voilà, ce sont des questions qui restent entières, qui restent posées. On n'a pas prise sur tout. Et je pense qu'il faut rester humble par rapport à ça, par rapport au climat. En tout cas, on n'a pas une action immédiate à mettre en place. Moi, je ne sais rien faire, je ne sais pas prévoir quand je fertilise si tout va passer d'un coup, si ça ne va pas passer d'un coup, s'il va faire sec, humide. Et on a déjà parfois bien du mal de planifier une moisson à une semaine. Donc voilà, on avance avec la météo et au jour le jour. Alors c'était assez théorique. Maintenant, je vous invite largement à chausser, pas vos tongs, parce que ça ne va pas le faire, mais vos bottes ou vos chaussures, pour voir quelques images de ce que ça donne finalement au départ, parce qu'on a l'impression qu'on va se retrouver dans des jardinets, avec des haies tout autour et des micro-parcelles. En fait, non. Le paysage, il reste un paysage agricole. Les parcelles, je n'ai pas passé mon temps à faire des coins et des raccoins pour juste le plaisir d'ennuyer le monde ou les entrepreneurs. Non, je reste pragmatique là-dedans. Et quand vous voyez ce genre d'image, ça reste un paysage de culture avec quand même des éléments qui sont mis en place, j'imagine, de façon pertinente. On voit ici, par exemple, une bande aménagée qui est installée entre une culture de haricots et, j'imagine, un froment de mémoire juste à côté. Ce sont des parcelles, là en tout cas, ce que vous voyez, qui font 3 hectares en moyenne. 3 hectares et demi, plus ou moins. Ici, c'est une diversification de cultures, donc c'est de la multiplication de semences pour Ecosem. Alors ça reste un marché de niche,
mais pourquoi pas aller le chercher non plus? Ça reste intéressant, et ce qu'on produit là va être ressemé dans plein de campagnes belges et wallonnes, ce qui est assez intéressant aussi. Et donc ce site de Upigny héberge justement ce dont madame dont j'ai oublié le prénom parlait tout à l'heure, c'est le BRIOA, donc un centre de recherche. Et donc voilà, c'est une ferme au milieu de 60 hectares consacrée à l'agroécologie bio et qui est prête aussi à accueillir aussi des tas de recherches pour co-construire et faire évoluer les choses ensemble, mais dans un référentiel 100% bio. Et là, je pense que c'est vraiment important aussi quand on veut discuter, tout comme il est impossible de comparer des rendements en agriculture conventionnelle ou en bio, c'est de savoir où on met les pieds. Voilà, ça me semble vraiment crucial et primordial d'établir un référentiel 100% bio avec des chiffres. J'aime pas dire des normes, mais en tout cas des chiffres et des valeurs qui sont propres à ce mode de culture. On voit, tiens, il y avait normalement du texte, mais il n'est pas passé, tant pis. On voit là quelques autres cultures un peu plus marginales. On lance la balle, qui reconnaît la culture de droite. Ok, pois chiche. Et puis après, une culture de soja. Des essais qui sont faits sur un fertilisant. Jean-Denis, toi qui es là, voilà notamment le fruit de ton semis, dans le bas d'une parcelle à Tuilly, donc une zone qui était plus marginale, qui borde un petit fossé qui a été ensemencé à l'époque et qui a évolué réellement vers, je ne sais pas si on appelle ça l'arénation, mais en tout cas une association assez intéressante de fromental, de crépistes, de berces et autres, et qui accueille maintenant vraiment une faune vraiment intéressante. Donc on voit que quand on met en place ce genre d'aménagements qui sont quand même bien financés par la région wallonne, on a très rapidement un retour de la nature, et ça c'est vraiment encourageant, je trouve, à cette échelle-là. Revenons sur la morne plaine de Waterloo. Pareil, là aussi, vous avez vu, c'est le même jeu, et là malheureusement non, je ne pense pas que ce soit malheureux. Il y a des zones où on ne peut pas planter de haies en fonction de la protection de certains oiseaux ou autres parce qu'ils vont fuir la zone. Mais là, je ne peux pas planter de haies parce que je dois protéger le lion. Donc il y a un périmètre qui m'impose de ne pas planter d'arbres ou de haies dans le périmètre du lion. Et donc on avait le retour du loup, mais à Waterloo, moi je suis en proie au lion. Donc voilà. Et donc voilà ce que ça donne, ce paysage. Donc les parcelles que je vous ai montrées tout à l'heure, le découpage assez théorique, ça donne ça au final. Ça reste un paysage qui reste très ouvert, qui reste, il me semble, relativement propre. On n'a pas l'impression quand même que je cultive du mélange poule là, à ce niveau-là. Donc ça reste quand même un exemple intéressant. Et c'est un paysage qui évolue. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense qu'il faut petit à petit faire entrer dans les esprits, c'est que quand nos paysages agricoles évoluent, ils évoluent trop vite. Et dans ce cadre-ci, c'est vrai qu'ils évoluent à peu près à la même vitesse que les autres, mais pas sur de grandes surfaces, et il reste toujours des trames fixes. Et donc toute cette petite faune qui ne sait pas s'envoler sur 10 km pour retrouver un abri ou un refuge, ici, en l'espace de quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres, elle y trouve un refuge. Et ça, je pense que ça peut être intéressant, et on n'a pas entendu assez, malgré le fait que ce soit quelque chose sur l'eau aujourd'hui, l'aspect biodiversité qui était, je pense, assez complémentaire. Et donc, voilà, cette biodiversité sauvage et cultivée, elle est bien présente. Les parcelles sont généralement emblavées d'un mélange de variétés. Donc quand je mets du froment, c'est souvent plusieurs variétés de froment ou des associations céréales légumineuses. Mais je n'ai pas attendu des primes, des politiques ou autres pour le faire. En fait, c'est bête à dire, mais ça semble être le bon sens. Et malheureusement, maintenant, le bon sens, il faut qu'il soit payé par une collectivité pour l'appliquer, mais aussi pour le dépolluer, apparemment, d'après les débats d'aujourd'hui. Donc, voilà, il y a aussi là un débat à avoir. Et je ne suis pas revenu à la houe manuelle ni au cheval de trait, bien qu'il y ait des choses qui soient très très intéressantes et qu'on a déjà hébergé ce genre de pratiques sur des terres. On est sur du matériel qui est dans l'air du temps. Certaines agences de l'eau ont évoqué tout à l'heure des outils. Voilà, il y a une bineuse, il y a une
une rotoétrie et le matériel de récolte, même si c'est pour faire de l'alimentation humaine destinée à la nourriture locale des gens, je pense que ça c'est aussi très important, c'est fait avec du matériel tout à fait moderne, compétitif et qui fonctionne très bien et qui donne d'excellents résultats. Un autre exemple, je ne sais pas pourquoi le truc est passé à la trappe, il y avait aussi un titre là, c'est dans la région de Dinan, à Anserem, c'est la ferme de Wau, où là, et voilà, la personne est assez motivée par l'agroforesterie, et donc il y a eu une replantation de noyers, noisetiers, fruits haute tige, au travers de la plaine. Pareil, là on n'a pas lancé les arbres et les planté là où ils tombaient, on a aussi pris la peine de mesurer, de se caler au GPS avec l'entrepreneur, et puis de planter des arbres. Et là, au printemps, il y aura la mise en place de mesures agri-environnementales pour encadrer ces rangées d'arbres et qu'on puisse se décaler un peu par rapport aux charrois pour pouvoir passer autour de ça. Donc voilà, on arrive sur des choses qui sont concertées à l'échelle d'un territoire. C'est tout petit, ça fait dans ce cas-là 40 hectares. Mais visuellement, il y a déjà quelque chose et on remarque aussi pas mal de choses en termes de faune. Mais bon, cette région-là est déjà assez bien protégée et assez riche. On parle aussi de caractéristiques techniques. Voilà un tableau qui s'affiche bien, mais je ne sais pas si vous pouvez lire les valeurs. Le choix de mettre en place des rotations longues, ça permet aussi de limiter les risques dans le temps. Si une culture ne fonctionne pas, elle ne va pas fonctionner sur 3, 4, peut-être 10 hectares, mais certainement pas sur une surface plus large, donc on arrive à tempérer un peu les crashs. Le choix des rotations permet d'exploiter au mieux la fertilité du sol. Et par exemple ici, ça n'apparaît pas non plus, mais le précédent de cette population de blé ancien, c'était une belle févrole, parce que si la culture est belle, fatalement elle amène beaucoup plus de choses intéressantes qu'une culture qui part en sucette depuis le début et qui n'apporte pas grand-chose. Et donc on voit qu'on monte à du 13,94% de protéines. Ça a été récolté avant la pluie, mais voilà, c'est une population de blé ancien. On n'attend pas 10 tonnes hectares, mais par contre, en termes de normes ou de chiffres pour la panification, ça reste, je pense, assez excellent comme truc. Donc on arrive à faire des choses qui tiennent la route, malgré le fait qu'on n'utilise aucun phyto et aucun engrais chimique.